j'ai le plaisir de vous présenter ce soir un diamant hors du commun. Hors du commun et d'une générosité débordante. C'est un compagnon du cercle des diamants depuis la première heure, puisqu'il est présent depuis la saison 1. À son actif, 20 ans dans le consulting SI, architecture SI pour les grands comptes, plus exactement. Il est actuellement coach professionnel chez Cabinet Nouveau Souffle et responsable pédagogique formateur chez Life Competences. C'est un passionné de la compréhension de l'humain dont il a fait sa mission de vie. Et c'est aussi un adepte du golf. Eh bien, ce soir, dans cette 79e session, il va présenter la thématique « Performer sans s'épuiser pour prévenir le burn-out ». Je vous demande, cher diamant, d'accueillir chaleureusement notre diamant exceptionnel, Oussama Snaji. Bonsoir, cher diamant. Alors oui, on parle d'énergie et j'aimerais, cher diamant, que vous gardez en tête cette notion d'énergie parce que quand on parle de burn-out, quelque part, c'est une question d'énergie, peut-être pas bien équilibrée. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir à travers cette thématique qui est liée au burn-out. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est un sujet qui est très important parce que ça frappe le monde professionnel. J'ai voulu axer cette conférence sous un double angle, à la fois le constat du burn-out et à la fois les pistes de prévention. On va parler beaucoup de pistes de prévention ce soir que nous pouvons mettre en place à l'échelle individuelle, surtout relationnelle, et peut-être un petit clin d'œil sur le côté organisationnel. Bien sûr, le burn-out, c'est un processus très difficile à supporter pour les individus. C'est un coup, je vais dire, dur pour les personnes qui le vivent, pour leur santé, des fois même pour leur famille, pour leurs proches. C'est aussi un coup dur pour les entreprises. Il ne faut pas se leurrer, ça coûte cher, un burn-out. Donc, de ce point de vue-là, travailler à gérer ce risque psychosocial, parce qu'effectivement, il s'agit d'un vrai risque psychosocial, est toujours utile pour éviter des conséquences désagréables pour tout le monde. Alors, le constat aujourd'hui, c'est que nous avons un travail, et ça, je pense, tout le monde peut-être l'a vécu quelque part dans sa vie professionnelle, un travail de plus en plus subi. Je ne parle pas d'une manière générale, mais c'est un constat. C'est un travail où l'individu se retrouve de moins en moins, où l'individu se retrouve dans des situations d'inconfort, de tension et de difficulté à se réaliser au travail. En même temps, il faut comprendre que le travail, ça reste quand même quelque chose de très important pour nous tous. C'est ce qui nous permet d'être en lien avec les autres, c'est ce qui nous permet justement de nous réaliser, c'est ce qui nous permet aussi de se sentir qu'on fait partie d'une communauté, d'une équipe, de la société. Et ça, c'est très important pour l'animal social que nous sommes tous. Et d'ailleurs, on le constate, les personnes qui, je vais dire, sont dans une situation de précarité, dans une situation peut-être de chômage, par exemple, sont beaucoup plus victimes de maladies, de risques cardiovasculaires. Donc, le travail reste quand même un facteur protecteur. Sauf que le travail, depuis quelques années, il protège de moins en moins, avec la montée de plusieurs tensions, de stress, d'anxiété, d'angoisse et bien d'autres peurs, comme celles que l'on voit apparaître, par exemple, avec ce phénomène de burn-out. Alors, pourquoi le travail est devenu moins sain qu'auparavant? Sain, S-A-I-N. Il y a quelques raisons à cela aujourd'hui. On vit dans un monde de plus en plus VUCA. Ce monde volatile, incertain, ambigu, complexe, c'est quelque chose qu'on a vu à plusieurs reprises pendant ces conférences et c'est la réalité. C'est la réalité. Ce monde VUCA qui engendre des comportements aujourd'hui inadaptés par rapport à cette complexité. Alors, les exigences professionnelles, par exemple, ne sont pas toujours adaptées aux capacités des individus. Des fois, le soutien social aussi apporté n'est pas toujours suffisant, voire des fois même absent.
La reconnaissance n'est pas toujours équitable. Donc, tout ça, en plus, il y a le culte, je l'appelle le culte de la performance, c'est devenu de plus en plus omniprésent dans le monde professionnel. Il faut toujours faire plus et encore plus. Et donc, on voit bien évidemment apparaître dans ce nouveau contexte complexe des nouveaux troubles, des nouveaux risques psychosociaux dans le monde du travail, que sont le burn-out, on parle aussi du brown-out, c'est la perte de sens, on parle du bore-out, l'ennui, en termes, plein de termes un petit peu comme ça, barbares presque, et aussi des phénomènes comme l'absentéisme, le présentéisme, qui sont devenus aujourd'hui des conséquences liées à ces risques psychosociaux qui deviennent de plus en plus, on va dire, visibles aujourd'hui dans la sphère professionnelle. Donc voilà un petit peu le contexte, le constat dans lequel va évoluer le burn-out. Mais avant d'aller un peu, on va dire, plus loin, j'ai envie d'explorer avec vous pourquoi ça fait si mal que ça, un burn-out. Alors, juste quelques questions. À votre avis, si vous deviez faire aujourd'hui le bilan de votre énergie mentale, je parle bien d'énergie mentale au travail, serait-il plutôt positif, plutôt neutre ou plutôt négatif? Quand vous rentrez chez vous le soir, avez-vous de l'énergie à revendre ou deviez-vous reconstituer vos batteries mentales? Alors, outre la fatigue, je dirais physique, avez-vous le sentiment que votre travail vous donne de l'énergie ou qu'il vous en prend? Et si vous faites, par exemple, le bilan de la dernière année de votre carrière, avez-vous le sentiment d'avoir gagné en énergie, d'en avoir perdu ou d'être, on va dire, au statu quo, énergétiquement stable? Alors, je dirais, quelles que soient les réponses que vous allez me donner, cher Diamant, aujourd'hui, équilibrer son bilan énergétique au travail n'est plus un luxe. Aujourd'hui, je dirais même c'est une nécessité, voire un devoir pour rester en bonne santé mentale et psychique. Alors, à terme, et là, je ne vous apprends rien certainement, une balance énergétique déficitaire risque de nous entraîner dans la spirale négative du stress, qui peut devenir bien sûr chronique et qui peut réduire bien évidemment ce bien-être au travail. Bien évidemment, les conséquences aussi, les performances sont réduites pour mener progressivement, si on ne fait pas attention à ce fameux burn-out. Et plus on s'enfonce dans cette spirale, et plus il est malaisé des fois de s'en sortir ou d'en sortir. Le mental s'affaiblit au fur et à mesure que le stress s'installe. Ceci étant, je dirais, je l'ai toujours dit dans ces conférences, ce n'est jamais irréversible. Nous allons voir qu'il est toujours possible de sortir de cette spirale, on va dire, d'énergie mentale négative, et certainement, quand on sait comment faire, de reconstituer des apports d'énergie, on va dire, plutôt durables, en développant une vraie stratégie qui nous permet justement de mieux comprendre comment on fonctionne pour réagir plus adéquatement. Et c'est justement l'objet de cette présentation. Alors, avant d'aller encore plus loin, je suis en train de partir comme ça en entonnoir. Déjà, c'est quoi le burn-out? On parle beaucoup aujourd'hui de ce phénomène en ce moment. C'est quoi en fait? Est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est la conséquence du stress? Est-ce que c'est la cause du stress? Là, rapidement, vous avez devant vous une fiche d'identité de ce qu'on appelle être en burn-out. Aujourd'hui, on va dire personne n'est épargné. Ce phénomène touche toutes les catégories socio-professionnelles. Tous les travailleurs sont concernés aujourd'hui par ce phénomène, du début jusqu'à la fin de la vie active, on va dire entre 20 et 60 ans. Le burn-out n'est pas encore reconnu comme une maladie professionnelle, quoique il y en a qui veulent le pousser pour qu'il soit reconnu comme maladie professionnelle. Aujourd'hui, c'est considéré comme un syndrome d'épuisement qui évolue dans un environnement professionnel stressant. C'est aussi, le burn-out, un processus qui est complexe et très spécifique. C'est-à-dire que le processus de destruction ou de déconstruction, on va dire, pour l'appeler comme ça, est vraiment propre à chacun. De même que le processus de reconstruction post-burn-out, qui sera propre vraiment à chacun. C'est pour cela qu'on dit que le burn-out, il est complexe et très spécifique. Le burn-out concerne, en tout cas, c'est les chiffres que j'ai trouvés. J'ai pris les chiffres de France. Je n'ai pas trouvé des statistiques très fiables de ce phénomène au Maroc.
Je sais qu'il y a des études qui se font dans ce sens, plus particulièrement dans le monde hospitalier. Mais en France, cela touche entre 12 à 13% de la population active, c'est-à-dire entre 3 à 4 millions de personnes qui sont, ou toutes catégories, on va dire professionnelles confondues, sont exposées à ce phénomène. C'est une étude qui a été faite par un cabinet qui s'appelle Technologia, spécialisé justement dans les risques psychosociaux et dans la qualité de vie au travail, ce qui correspond à peu près à je dirais, un salarié sur 5 qui est touché par ce phénomène. Alors, ce sont surtout les performeurs qui sont touchés par le burn-out. Ce sont en général des personnes solides, ce qu'on appelle les bosseurs, qui s'impliquent excessivement dans l'entreprise, qui sont surengagés. Ce sur, je vais appuyer dessus pas mal de reprises parce que vous allez me voir venir. Donc, ils sont surengagés. Bref, ceux a priori qu'on ne veut pas voir partir. Donc le burn-out, encore une fois, dans ce schéma-là, ce n'est pas une dépression. Le burn-out va être qualifié effectivement de la maladie, je la mets encore entre parenthèses, du surinvestissement, de la maladie du surengagement. On est clairement surmotivé. Okay? Là où la dépression, par exemple, peut être qualifiée par la maladie du sous-engagement. C'est le manque d'énergie de faire. On n'a pas d'énergie pour s'impliquer. On n'est pas du tout motivé. La personne peut être complètement déconnectée de son monde extérieur, voire même de son fort intérieur. Et effectivement, la dépression peut être une conséquence du burn-out, même si on peut faire une dépression sans passer par la case burn-out. Ça existe. Donc, globalement, sur ce schéma-là, le processus de déconstruction de l'épuisement professionnel, on va dire il y a plusieurs phases. Il y en a 4. Il y a une première étape. Donc, très rapidement, je vais passer rapidement sur ça. C'est la phase de l'engagement. C'est l'étape du plaisir à faire, du plaisir de travailler. La personne est engagée, la personne accepte aussi même des aspects négatifs du travail et persévère dans les tâches entreprises. C'est le temps où la personne a le sentiment d'être justement récompensée des efforts qu'elle entreprend. Okay? La deuxième phase, on va dire, c'est là où arrive l'étape du surengagement. La motivation et la satisfaction va rester toujours assez forte dans cette deuxième phase. Toutefois, la sphère du travail commence à envahir progressivement tout le champ intérieur de la personne, qui commence à accorder moins d'importance sur ses besoins personnels, qu'il s'agisse de la pratique sportive ou sortir avec des amis, de loisirs réguliers. Bref, ça commence à un petit peu envahir le champ de la vie privée. Le temps de travail dépasse très souvent ici les 50 heures hebdomadaires, ce dont commencent à se plaindre bien évidemment les gens proches, la famille. Quant à la fatigue physique, clairement à ce niveau-là, les gens qui passent par le burn-out clairement minimisent la fatigue physique, voire ignorent cette fatigue physique pour passer à autre chose et pour rester connecté sur le travail. Troisième phase, c'est la phase de l'acharnement frénétique qui commence à pointer son nez. Là, l'idée même du plaisir au travail s'efface progressivement devant l'accumulation des contraintes. Et bien évidemment, de façon parallèle ou de façon symétrique, l'anxiété qui commence à grandir, l'estime de soi qui commence à vraiment prendre un coup, la personne commence à faire preuve de moins d'empathie que par le passé. Et commence à se déconnecter un petit peu des gens qui sont en face. Des signes négatifs aussi qui apparaissent dans son entourage professionnel. Elle va commencer à être critiquée par le management, voire même on commence à avoir des agressions verbales peut-être. Le caractère ici compulsif du surengagement devient très évident, très clair, y compris dans la sphère privée. Alors, une personne qui va faire un burn-out est en fait en perpétuelle recherche de la reconnaissance et des résultats. Ça, c'est une caractéristique qu'on va trouver très souvent chez les personnes qui se préparent à faire un burn-out ou les personnes qui ont déjà fait un burn-out. Et effectivement, comme elles n'obtiennent pas ou pas assez cette reconnaissance, son comportement ou ses résultats, le comportement de la personne se transforme petit à petit en acharnement frénétique. Ça devient presque compulsif le travail. C'est là aussi on va voir apparaître des dérèglements d'ordre psychique,
émotionnel, beaucoup de colère, beaucoup de cynisme. Et enfin, la quatrième phase, là, la personne, elle est en phase d'épuisement, à la fois physique, psychique et émotionnel. Sentiment de désespoir et de perte de sens carrément pour arriver enfin à un effondrement total. La personne, clairement, autrement dit, elle craque. C'est en fait la tête, le cœur et le corps qui s'effondrent totalement. Donc là, on a une idée un petit peu du processus de déconstruction et qui va effectivement être très spécifique et différent et plus ou moins lent en fonction des individus. Il n'y a pas de temporalité fixe pour le burn-out. La temporalité va être propre à chacun. Il y en a qui vont cumuler du stress très profond, très chronique pendant des années. Et un jour, ça craque, ça lâche. Il y en a qui vont le faire en 2 ans, 3 ans. Il y en a qui vont le faire moins. C'est vraiment très spécifique à chaque personne. Alors, les symptômes qui se déclenchent dans la première phase d'alarme, c'est très souvent des maux de tête, fatigue, insomnie, des fois la perte de poids, pas d'appétit, des douleurs au dos. On va commencer un petit peu à somatiser. On va commencer à avoir ces maladies en HIT, les sinusites à répétition, les otites à répétition, les gastrites, tout ça, en fait, va donner un peu les signaux d'alarme pour soupçonner éventuellement un début du processus de déconstruction du burn-out. Ensuite, ça va être les symptômes ici d'ordre émotionnel, plus psychique, où effectivement le conflit de valeurs va commencer à s'installer. Ça va générer de l'émotion désagréable très forte, comme de l'anxiété, de la colère, de l'amertume, de la méfiance excessive, et aussi des signes de manque, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'estime et de confiance. La personne commence à se dévaloriser clairement, perd de sens, ce qui renforce et accélère ce cercle vicieux du burn-out. Et enfin, les symptômes au niveau intellectuel ou cognitif, impossible de faire des actes simples, difficulté à se concentrer, ce qui engendre des fois une difficulté dans la réflexion et par conséquent dans la prise de décision. Même dans les tâches qui lui incombent, la personne qui vraiment elle est au bord du burn-out, cette réflexion logique, elle commence à devenir vraiment, elle fait des efforts pour le faire. Voilà pourquoi le burn-out peut faire mal, peut voire même faire très très mal, et c'est pour ça qu'on parle de brûlure. Moi je dirais que c'est presque une petite mort professionnelle. Je suis en train de marquer le point ici, mais des fois c'est le cas. Vous n'avez qu'à regarder des fois des témoignages de gens qui font des burn-out, c'est extrêmement fort ce qu'ils racontent. Concernant les causes, on peut les regrouper en 3 catégories. Il y a le côté individuel, et sur celui-là que je vais, cher Diamant, un peu appuyer ce soir, parce que clairement, c'est sur cette partie-là qu'on a, et on va voir, et on l'a dit à plusieurs reprises, qu'on a plus ou moins le contrôle. Il y a aussi des catégories comme le relationnel aussi qui rentre en jeu, et bien évidemment, la 3e catégorie, c'est le côté organisationnel. Ça ne veut pas dire qu'il faut travailler que juste sur l'individuel. Ça veut dire que tout simplement, on fait beaucoup d'efforts là où on peut changer quelque chose. Mais bien évidemment, le côté relationnel et le côté organisationnel, il faut le regarder aussi également. Effectivement, c'est l'amalgame un petit peu de ces 3 dimensions qui va faire qu'il y a un burn-out. C'est pour ça aussi qu'il est difficile de le définir, voire même de le qualifier. Parce que pour une personne, ça va être la dimension, on va dire, individuelle, et un petit peu de relationnel et un peu d'organisationnel qui vont rentrer en ligne de compte. Pour une autre personne, c'est plutôt l'organisation, les dysfonctionnements organisationnels qui vont engendrer des dysfonctionnements relationnels et par la suite un impact sur l'individu. Donc effectivement, chaque burn-out est complexe et chaque burn-out est très spécifique. Au niveau organisationnel, la majorité des personnes aujourd'hui interrogées dans le monde professionnel considèrent que l'organisation du travail n'est pas très compatible avec la dynamique comportementale et motivationnelle de la personne. Complexité des tâches, incohérence des postes, manque d'autonomie, plus de responsabilités et pas assez de pouvoir de décision. Bref, il y a ce côté organisationnel qui peut aussi apporter son petit grain de sel dans ce processus. Il y a aussi clairement des causes relationnelles. Aujourd'hui, dans la majorité des entreprises, les salariés considèrent que la communication managériale, et combien de conférences on a fait sur ce sujet, la communication managériale n'est pas très bien adaptée. Manque d'esprit d'équipe, manque d'empathie, manque des fois vraiment
de cohésion d'équipe, là je l'ai dit, management des fois toxique, et tout ça, bien évidemment, a comme conséquence, de plus en plus, la personne commence à se retirer du collectif. Isolement, compétition, conflit de valeurs, manipulation, voire des fois même de la mauvaise foi entre salariés, entre collaborateurs. Et du coup, une démotivation accrue qui commence à être liée au manque de reconnaissance et absence d'équité au travail. Et enfin, je dirais il y a des causes individuelles, et cela, on va bien appuyer dessus ce soir, c'est une des parties la plus importante et on va la décortiquer, j'espère qu'on aura le temps de le faire, c'est ce qu'on appelle l'hyperinvestissement émotionnel, que nous allons approfondir tout à l'heure, qui est vraiment aujourd'hui est une des causes principales du burn-out. Donc le burn-out, c'est un savant mélange de tout ça et pour chaque personne, la recette va être différente. Donc voilà globalement les ingrédients qui peuvent, une fois cumulés, de manière différente et spécifique, provoquer un burn-out chez une personne au travail. Alors, donc au cœur du burn-out, au cœur de ce syndrome d'épuisement professionnel avec excès du travail, il s'agit, comme on vient de le voir, bien évidemment de l'individu, de sa relation aux autres collaborateurs au sein de l'entreprise et de sa perception du travail au sein de l'organisation. Alors, je vais partager avec vous quelques pistes de solutions concrètes pour une prévention efficace de ce risque psychosocial. Et pour développer cette piste-là de prévention, je vais m'appuyer, il n'y a pas de hasard, je vais m'appuyer sur l'approche neurocognitive et comportementale. Cette approche, plus de 30 ans de recherche clinique dans le monde des TCC, des thérapies cognitives et comportementales de troisième vague. Cette approche nous donne en fait une grille de lecture basée sur les sciences du cerveau et du comportement. En fait, l'approche neurocognitive et comportementale, nous donne également un éclairage pertinent sur, je dirais, la dynamique comportementale et motivationnelle des individus, ce qui peut nous aider effectivement à avoir une meilleure prévention de ce syndrome. OK? Alors, oui, encore une fois, désolé pour ceux qui me l'ont déjà vu répéter et répéter, encore une fois, il s'agit bien du cerveau, hein, je ne vous apprends rien du tout ici, et qui est vraiment notre principal, je dirais, allié pour faire face au burn-out. Bien sûr, quand on sait et quand on connaît quelques notions utiles pour mieux orienter notre esprit et donc notre énergie. Alors, très rapidement et de façon à ce que vous ayez une vue globale, peut-être pour les gens qui ont vu déjà la conférence, ils vont avoir un petit rappel, une vue globale sur la dynamique qui se joue dans notre cerveau et plus particulièrement celle qui est en lien avec le burn-out. Je vais vous présenter rapidement les 4 gouvernances. On parle de 4 gouvernances, 4 systèmes ou 4 pilotes qui entrent en jeu pour nos prises de décision, donc pour nos comportements. Donc, il y a 4 gouvernances dans notre cerveau qui vont aller être en charge essentiellement pour la première, c'est assurer la survie individuelle. C'est ce qu'on appelle la gouvernance instinctive. Elle est capable de percevoir du danger physiologique de manière à pouvoir très rapidement réagir pour qu'on puisse, en gros, sauver notre peau. C'est ce fameux stress physiologique en 3 points, la fuite, la lutte et la sidération ou l'inhibition de l'action. Deuxième aspect, c'est assurer la survie collective. C'est la gouvernance grégaire. C'est notre rapport instinctif à l'autre. Comment spontanément, on va prendre sa place dans un groupe. Et là, la confiance en soi et la confiance en l'autre, là, je parle d'une confiance purement grégaire. C'est aussi là qui va s'installer les rapports de force. Et effectivement, ces rapports de force et ces conflits de valeurs sont aussi des ingrédients pour aller titiller le burn-out. Troisième aspect, assurer les apprentissages, c'est la gouvernance émotionnelle. Elle représente bien évidemment notre disque dur de nos connaissances, nos comportements, nos compétences, notre savoir-faire, nos apprentissages. Et en même temps, il y a dedans aussi nos intolérances, nos fausses croyances,
nos idéologies, nos rigidités, nos aversions. Et sur ce point des intolérances, on va le toucher plus particulièrement parce qu'il a un rapport très, très proche du burn-out. Elle gère aussi notre système de motivation conditionnelle et inconditionnelle. Ce point aussi, il est très important dans la prévention du burn-out, comme nous allons le développer tout à l'heure. Et enfin, le nec plus ultra, hein, la Rolls-Royce, la grande Porsche qui roule très vite, mais attention, il faut savoir la faire rouler, s'adapter de manière plutôt créative, c'est la gouvernance adaptative. C'est l'avant du cerveau. C'est ici que ça se passe. Ça loge dans la partie préfrontale de notre cerveau. C'est le siège de nos fonctions exécutives. C'est la réflexion logique. C'est la concentration. C'est l'inhibition des pensées instables. C'est l'esprit critique. C'est l'empathie. C'est la prise de recul. C'est la gestion des situations complexes. C'est la gestion fine des émotions. C'est l'intuition. Bref, je peux aller dans la liste, elle est trop longue. Ça se passe ici, mes chers diamants. Et on l'a vu dans un burn-out, il y a à la fois un effondrement émotionnel et intellectuel. Donc, apprendre à accéder à cette gouvernance adaptative le plus souvent possible est aussi un moyen très puissant pour gagner en sérénité, donc en énergie, pour éviter de rentrer dans la spirale négative du burn-out. Et donc, à travers les principes de cette approche neurocognitive et comportementale, je vais vous proposer 4 à 5 pistes de réflexion en fonction du temps pour prévenir justement ce syndrome et ce fléau. Une des premières pistes, et là je parle au niveau individuel, c'est d'abord de bien comprendre le stress pour pouvoir le gérer. Le stress, quand il devient chronique, et là je ne vous apprends rien du tout, chers amis, chers diamants, ça devient une cause qui va aller chercher le burn-out. Donc, une des premières pistes pour prévenir le burn-out, c'est de bien comprendre comment je stresse. Personnellement, quand j'ai découvert en fait cette approche et quand je me suis formé là-dessus et certifié là-dessus, c'est que j'ai compris qu'il n'y a pas de bon et de mauvais stress. En fait, le stress, c'est juste un signal d'alarme et ce signal d'alarme est le résultat d'une incohérence dans le recrutement des structures cérébrales face à une situation donnée. Quand on a une incohérence dans le cerveau la détecte, surtout le préfrontal, et il va déclencher justement le stress qu'on appelle aujourd'hui le stress psychosocial. Et c'est la gouvernance adaptative justement qui détecte cette incohérence et va envoyer le signal très vite en déclenchant justement ce processus du stress. Donc le stress, on peut le voir comme un signal d'alarme qui nous incite à changer d'attitude mentale pour mieux gérer par exemple une situation donnée perçue comme stressante. La survenue du stress, plus précisément, il est lié à la combinaison de 2 facteurs. C'est un rappel pour les gens qui ont vu la dernière conférence. L'un qui est externe et l'autre qui est interne. Le facteur externe, c'est ce qu'on appelle le stresseur. Le stresseur appartient à notre environnement. Par exemple, ça peut être une personne, ça peut être un manager, ça peut être un collègue de travail, ça peut être une attitude d'un manager, ça peut être une situation, un événement. Bref, c'est ce qui vient de l'extérieur. C'est ce qu'on appelle l'agent stresseur ou les stresseurs. Le facteur interne, cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle la stressabilité et c'est notre réceptivité justement individuelle au stresseur. Comment je perçois ce stresseur? Son intensité, bien évidemment, et sa modalité, comment ça se gère, ça c'est très variable et bien évidemment, ça dépend aussi de chaque personne. Donc, bien comprendre son stress, et on va en résumer en fait le stress comme une équation qui se calcule avec 2 paramètres. Le stress, c'est les stresseurs multipliés par la stressabilité. Donc là, on voit bien qu'on a 2 leviers pour gérer notre stress. Et bien évidemment, on va focaliser notre levier sur cette stressabilité. Donc, bien comprendre un petit peu cette équation, que sur les stresseurs, ces facteurs externes, souvent, les faire bouger demande beaucoup d'énergie parce que ça va toucher l'autre, ça va toucher le collectif, ça peut toucher même l'organisation. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas falloir les regarder, mais l'inertie pour aller les bouger, ça coûte cher. Quoique dans le monde du travail, il est très important aujourd'hui de faire très attention aux stresseurs parce que ça peut aussi aller titiller le burn-out. Une entreprise aujourd'hui, c'est une entité morale qui doit mettre en place
une qualité de vie intéressante pour ses employés et donc concrètement, autrement dit, gérer les stresseurs. Alors, agir sur sa propre stressabilité, sur laquelle nous avons le plein pouvoir, à mon sens, c'est le chemin, je dirais, le plus court qui met une personne dans l'action pour ne plus rester dans ce mindset de victime face aux stresseurs externes. C'est la faute de l'autre. Okay? Pour cela, il est important de bien développer justement son agilité mentale, de bien comprendre qu'il existe une posture mentale qui est à même de travailler sur les situations complexes et non maîtrisées que chaque individu peut rencontrer au quotidien dans son lieu de travail. Bien comprendre aussi comment provoquer rapidement ce qu'on appelle la bascule, c'est-à-dire basculer d'une posture mentale qu'on appelle le mode mental adaptatif, qui est conçu justement pour nous permettre effectivement une exploration sereine d'une situation complexe qui est inconnue et par conséquent aboutir à une prise de décision assumée même en cas d'échec. Ça se travaille ce truc-là. Aujourd'hui, quand on est face à une situation complexe, clairement, ce n'est pas le mode mental adaptatif qui prend la main. C'est le mode mental automatique qui est constitué par les 3 autres gouvernances instinctives, grégaires et surtout émotionnelles, comme on va le voir tout à l'heure, parce que ça concerne le burn-out. C'est-à-dire tout notre vécu, en fait, toutes les conséquences de notre culture, de notre éducation, c'est dans le mode mental automatique qui va prendre la main, même face à une situation complexe, parce que justement, le mode mental automatique, il va la banaliser, il va vouloir la gérer avec ce qu'il connaît déjà. Donc, il prend la main très, très vite. C'est ce qui va provoquer l'incohérence mentale. Et qui dit incohérence, dit stress. Okay? Donc, le stress va nous indiquer qu'il y a incohérence dans notre façon de gérer la situation. Et le mode mental adaptatif, il est justement conçu pour nous permettre effectivement d'explorer une situation complexe autrement. Donc, une première piste de réflexion sur comment mieux prévenir le burn-out, c'est d'abord de bien comprendre cette équation du stress et d'apprendre aussi à mieux gérer cette fameuse stressabilité. Autrement dit, les facteurs internes sur lesquels nous avons plein pouvoir pour réduire le stress. Donc, la bascule vers le mode mental adaptatif est une première piste sur laquelle nous avons ce pouvoir d'agir. La deuxième piste pour prévenir le burn-out que j'ai envie de proposer ici avec vous, cher Diamant, c'est, et il est très important aussi parce qu'on le voit dans le monde professionnel, c'est d'assouplir ses propres intolérances. Vraiment. Parce que quand on a des intolérances et à la moindre petite, quelqu'un qui nous touche dans ces points, on pique une crise, clairement, on n'a pas une communication fluide avec les autres. Et par conséquent, c'est la porte au conflit interpersonnel. Autrement dit, quand on dit assouplir ces intolérances, libérer la charge émotionnelle de nos intolérances, qui peut nous mettre très vite dans le réactionnel face à une personne, une situation, un comportement, parce que dans le monde professionnel, on vit en collectif. Donc, si à chaque fois je vois quelque chose chez l'autre qui m'insupporte, ben, je vais réagir. En fait, nous sommes beaucoup plus tolérants à nos valeurs et beaucoup plus intolérants aux antivaleurs correspondantes. C'est 2 systèmes qui fonctionnent en parallèle. En général, et c'est métrique. En général, les intolérances se présentent comme un jeu de miroir. Une personne, par exemple, une personne qui est très dynamique, aura tendance à se montrer intolérante face à une personne plus posée, plus sereine, parce que ça ne matche pas avec sa façon de faire. Donc, quand cette personne qui est hyper dans l'action voit une personne, et même si une personne dans son équipe elle est un petit peu plus lente, elle veut un peu plus comprendre, elle fait les choses chouïa, et bien là, ça peut être une intolérance chez l'autre et il peut même parler avec elle d'une manière très agressive. Donc, face par exemple à la lenteur, l'imperfection, l'échec, l'irrespect, le désordre, des choses qu'on voit dans le milieu professionnel, bref, face à des situations qu'on appelle des situations gâchettes. Si nos intolérances ne sont pas assouplies, nous allons très vite nous mettre en réaction émotionnelle. Je vais prendre un petit exemple pour illustrer. Aujourd'hui, on échange beaucoup par mail entre collaborateurs.
Ça, je ne vous apprends rien du tout. Et si à la moindre petite faute d'orthographe de notre interlocuteur ou de moi-même ou de nous-mêmes, on va se sentir irrité, voire dégoûté. Là, clairement, c'est du stress gratuit que nous allons générer pour soi. Et si mon focus devient systématiquement branché que sur les fautes d'orthographe, à chaque mail que je reçois, imaginez comment je vais finir ma journée. Donc ça, je vous ai donné un truc vraiment simple, très simple. Je connais des personnes, quand ils reçoivent un mail, s'ils voient une faute d'orthographe, ils vont passer un sale quart d'heure. Ça les branche pas, ça les met dans un stress incroyable. Je donnais juste ça, extrapolé sur les autres intolérances qu'on a développées pendant toute notre vie. Maintenant, nos intolérances peuvent être beaucoup plus subtiles et beaucoup plus fatigantes. On ne les comprend pas. On n'en est même pas conscient de ces intolérances. Si rien n'est fait, bien sûr, pour les identifier et pour les gérer. Donc, cela ne veut pas dire que lorsque nous allons procéder à assouplir nos intolérances, on va commencer à les aimer. Et je l'ai déjà dit la dernière fois, voire commencer à avoir des comportements qui ne sont pas en phase avec notre système de valeurs. Bien évidemment, non. Cela juste veut dire que nous serons moins dans le réactionnel face à des situations gâchettes que nous pouvons vivre au travail. Les accepter, les nuancer, là on est en train de rentrer dans le monde, on est en train de basculer. Les accepter, les nuancer nous permet d'être moins sensibles pour être dans une communication plus fluide, donc sans jugement de valeur. Juste ce point, cher Diamant, pouvoir se libérer de la charge émotionnelle de ses propres intolérances au travail, c'est un très bon démarrage pour réduire son stress, donc pour prévenir le risque du burn-out. Alors, je vais vous demander, donc on y va les chers Diamants, on y va, on va faire l'exercice très rapidement. Ça, c'est un exercice qui va titiller justement de la troisième porte d'entrée au monde adaptatif, d'accord, pour créer la bascule. Alors, je vais vous demander, chers Diamants, si vous êtes prêts, très vite, je vous propose de vous guider pour faire cet exercice, pour assouplir une de vos intolérances. De préférence, prenez celle qui vous insupporte dans le travail. OK? C'est parti. Alors, faites-le les yeux ouverts ou fermés, peu importe, comme vous voulez. Et je vais vous demander, cher Diamant, de penser à une situation gâchette, une situation stressante au travail. D'accord? Sur une échelle de 0 à 10, 10, vous êtes hyper stressé par rapport à cette situation gâchette. Prenez une situation 0, vous ne ressentez rien du tout. Prenez une situation qui ne dépasse pas 5 ou 6. On n'a pas envie d'aller chercher des traumas ici. Alors, n'importe laquelle, une situation qui vous dérange. Je ne sais pas, peut-être votre collaborateur qui vient souvent en retard, quelque chose qui vous démotive au travail, peu importe, ou qui vous énerve régulièrement, vous agace, peut-être vous met même en colère, vous angoisse, vous fait peur. Alors, pensez à cette situation et sentez l'émotion qu'elle provoque en vous. Accueillez cette émotion et laissez-la traverser un petit peu votre corps. Voilà, juste accueillez cette émotion et tranquillement, ok, pas de niveau plus de 5, 6, les amis. J'ai envie que vous suiviez la conférence jusqu'à la fin. OK. Alors maintenant, je vais vous demander de trouver rapidement une de vos valeurs qui est bafouée dans cette situation gâchette. OK. Autrement dit, les inconvénients de cette situation. Exemple, le respect, la rapidité, la justice, la générosité, bref, une de vos valeurs qui est bafouée. Je vous laisse vivre l'expérience. Et dans quelques secondes, je vais vous poser une deuxième question. Alors, juste imaginez dans votre esprit maintenant la scène qui vous a dérangé et qui vous dérange. Et juste le fait de l'imaginer, hop, ça fait remonter cette émotion. Et juste commencer à l'accueillir, cette émotion désagréable qui vous traverse, laissez-la traverser votre corps. Un petit moment. Et maintenant, cher Diamant, je vais vous demander de trouver
à cette situation 4 avantages. Oui, je dis bien 4 avantages. Ça peut vous paraître dans un premier temps, qu'est-ce qu'il nous fait là, Oussama? Il devient fou ou quoi? Il nous dit d'aller chercher une situation de gâchette, et après il nous dit trouver des avantages. Jouez le jeu, cher diamant. 4 avantages à cette situation. Et pour vous aider un peu, ces avantages peuvent être vraiment farfelus. Allez même chercher de l'humour noir. Posez-vous cette question. Qu'en penserait éventuellement un personnage connu que vous connaissez? Moi, je prends toujours l'exemple de Mandela ou une autre personne. Qu'en penserait, par exemple, un martien s'il vient vous voir et vous lui parlez de cette situation en gâchette? Qu'en penserait un animal de maison, votre chien, votre chat, s'il pouvait parler? Votre facteur. Qu'est-ce que penserait par exemple une autre personne et qu'est-ce que vous allez penser de cette situation dans 5 ans, dans 10 ans? Voilà, jouez le jeu en sortant de vos idées automatiques, de vos jugements, en vous imaginant dans un autre monde. Trouvez ces 4 avantages à votre situation gâchette. Je vous laisse encore un petit moment pour la vivre. Encore une fois, les nouvelles idées peuvent être vraiment farfelues. Et ceux qui arrivent à trouver 4 avantages rapidement peuvent aller jusqu'à 7. Je vous laisse encore vivre cette expérience. Trouvez au moins 4 avantages à cette situation de gâchette. Posez-vous cette question. En quoi cette situation peut être importante pour moi? Sortez de votre bulle. Mettez-vous à la place de quelqu'un d'autre. Expérimentez votre situation avec son point de vue. Et si j'étais un prisonnier de guerre, j'en penserais quoi? Si j'étais un chirurgien, j'en ferais quoi de cette situation? Chacun peut tester cette situation avec le point de vue de ces autres personnes. Maintenant, je vais vous demander, cher diamant, tous ceux qui ont trouvé au moins un avantage, même s'il est farfelu, lève le bras ou plutôt peut l'écrire sur le chat, au moins un avantage. Je vais regarder ce qui se passe sur le chat. OK. La même chose pour ceux qui ont trouvé 2, 3, 4. Voilà, c'est super les gars. Là, excellent. Plus de 7. Asma Bantal. Excellent. Super. Il y en a qui ont trouvé 6. Bravo, bravo les diamants. Maintenant, chers diamants, je vous demande, pour ceux qui ont trouvé les avantages, même farfelus à leur situation, de revivre la même situation gâchette qui vous stressait. OK? Et maintenant, je vais vous poser cette question. Comment vous vous sentez maintenant? Comme ça, spontanément. Vous pouvez utiliser le chat juste pour dire, là, vous êtes dans la même situation, comment vous vous sentez quand vous la libérez? Waouh! Moins de triggers, calme, indifférente. Il y en a qui est encore stressé, très bien, super. Rire, zen, vainqueur, super. Alors, pour ceux qui se sont apaisés par rapport à cette situation gâchette, vous avez tout simplement vécu en live, cher diamant, une bascule vers le mode mental adaptatif. Et félicitations pour cela. Donc, voilà une deuxième piste pour la prévention du burn-out. Imaginez si toutes les, on va dire, les intolérances sont libérées. Imaginez demain comment vous allez travailler avec vos collaborateurs qui touchaient ces situations gâchettes chez vous juste avant. On revient sur la présentation et là je vais aller très vite parce qu'il y a du chemin. Une troisième piste que l'on peut gérer au niveau individuel. OK, c'est cette idée de comment réduire ses propres exigences. OK, et là, suivez-moi tranquillement. Aujourd'hui, dans le monde de plus en plus VUCA, dans lequel on fait plein de transactions,
nos exigences deviennent elles aussi de plus en plus élevées. En fait, qu'est-ce que je mets derrière une exigence? C'est tout ce que l'on veut obtenir de manière absolue et non négociable. Absolue et non négociable. Même tfakinch, mais dans un truc un peu désagréable. Donc, absolu et non négociable, donc émotionnel. C'est ce qu'on appelle les exigences émotionnelles. C'est un peu, on va dire, cette to-do list que l'on a chacun dans sa tête. C'est tout ce que je dois faire, j'appuie sur le doigt, tout ce que je dois absolument faire et pour lesquels je n'ai pas mis beaucoup de moyens pour les satisfaire. Et j'en suis même pas conscient des fois. Et je vais vous raconter une petite anecdote d'une personne qui vit ça et qui l'a vécu autrement. Aujourd'hui, des études ont montré que quand on a beaucoup d'exigences que l'on s'impose et qui sont absolues et non négociables, avec peu de moyens que je vais mettre en face, le cerveau, encore une fois, va détecter très vite une incohérence. Et vous l'avez bien compris, cher Diamant, qui dit incohérence, dit signal d'alarme, donc stress. Et bien sûr, si on reste beaucoup longtemps et trop longtemps avec ces incohérences émotionnelles, autrement dit, une pyramide moyen-exigence renversée avec une base petite, le stress risque de devenir chronique. Et là encore, une fois de plus, on est en train de toquer la porte du burn-out. Donc, pour pouvoir effectivement travailler sur sa large tête d'exigence, autrement dit, réduire ces exigences et les transformer éventuellement en objectifs SMART, en augmentant éventuellement les moyens, autrement dit, renverser la pyramide avec une base de moyens plus large, cela permet effectivement de provoquer cette fameuse bascule. Redit autrement, en travaillant sur les situations réelles au travail d'une manière objective, permet de revenir au calme, même si des fois nous n'avons pas forcément des solutions à tout. Et surtout des fois sur les choses où on n'a aucun impact, aucune influence. Les moyens, c'est tout ce que je peux disposer d'une manière factuelle et individuelle pour agir. Okay? Donc voilà un petit peu en termes de terminologie. Regardez là, à gauche, j'ai mis une pyramide renversée, pyramide moyen-exigence. Là, c'est clairement du stress. Et quand on travaille à la renforcer, ça en général, ça se travaille avec du coaching, clairement, on arrive à faire et provoquer la bascule chez la personne. Donc, qui dit bascule, dit calme, dit sérénité, même face à des choses qui peuvent être très, très, très challengeantes. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote, cher Diamant, et par rapport à un ami coiffeur. Oui, il s'agit bien d'un ami coiffeur qui est passé pendant cette période. Alors, ce qui s'est passé pendant cette période de confinement, cette anecdote, en fait, elle est passée pendant cette période. Donc, elle est très récente. Je l'ai vu juste au début de la crise. Il est venu me coiffer à la maison. Je le vois un peu stressé et je lui pose la question. La question suivante. Larbi, je te sens un peu fatigué, cher ami. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, Oussama, avec cette crise, c'est le début de la crise. Avec cette crise, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mon salon de coiffure, mon chiffre d'affaires, franchement, je crains le pire. Alors, je vais la faire courte. Je lui fais un petit peu du coaching de comptoir et je lui dis, Larbi, en fait, en quoi c'est important pour toi de réaliser ce chiffre d'affaires et d'avoir un salon de coiffure sur un plateau de 200 mètres carrés ultra moderne et qui tourne à plein temps? En quoi c'est important pour toi? Il me dit, écoute Oussama, comme tu le sais, moi, je viens d'un milieu assez modeste et j'ai besoin de réussir, comme tout le monde d'ailleurs. J'ai besoin moi aussi d'avoir une 4x4, j'ai besoin moi aussi de sortir, de voyager, j'ai besoin de tout ça, vis-à-vis le regard vis-à-vis de ma famille, des autres, et en plus j'ai des enfants, tu sais ce que ça veut dire les études, il m'a dit là, on sent clairement des exigences émotionnelles qui pointent leur nez assez élevées, très élevées, liées à l'image sociale, entre autres, parce qu'en creusant, je vous la fais court parce qu'il y a d'autres choses. En tout cas, il s'est fait des exigences émotionnelles hyper haut. Et je lui pose la question,
Ok, cher Larbi, et tu mets quoi en face comme moyen pour tout ça? Ben écoute, plus de coiffeurs, quoi. Plus de matériel, flambant neuf, dernier cri. Et par contre, je t'avoue, Oussama, je suis vraiment ici épuisé. Je suis dépassé. Je n'arrive plus à suivre. Tu sais, dans ce domaine, ce n'est pas évident de trouver des personnes sérieuses sur qui compter. Là, je te fais une confidence, Oussama, je ne dors plus. Ils sont toujours en train de me solliciter, ils sont derrière mon dos. Bref, ce n'est pas évident tout ça. Alors, je n'ai pas voulu aller très loin avec lui dans la discussion. Je voulais qu'il se concentre un petit peu sur mes cheveux. Et j'ai fait exprès de passer à autre chose. Et je l'ai vu un petit peu dernièrement. Il est encore venu chez moi. Et cette fois-ci, c'est la grosse banane. Le gars, très apaisé. Limite, il ne veut pas que cette crise se termine. Ça l'arrange vraiment, cette situation. Alors, je lui dis, Larbi, tu es en forme là. Rien à voir avec la dernière fois. Qu'est-ce qui s'est passé, cher ami? Écoute, Oussama, c'est simple. Depuis le confinement, je n'arrête pas de bosser. Tous mes clients m'appellent. Je fais de la coiffure à domicile. Je gagne, tu ne peux pas dire, je gagne. Je ne peux pas te dire, mais là, il est tout excité à me raconter un petit peu sa performance. Je gagne très, très bien ma vie. Alhamdoulilah, bla haraq ar-ras. OK. Et je lui pose la question, et le salon, le chiffre d'affaires et tout ça, t'en fais quoi? Ben écoute, en tout cas, je suis bien comme ça. Mon objectif est de faire 6 à 7 personnes par jour. Là, instinctivement, il est en train de basculer les exigences en objectif SMART. Cela me suffit largement. Et en plus, je ne compte sur personne. Je compte que sur ma peau. C'est un champion de la coiffure. C'est un as. C'est sa passion. Tu ne peux pas imaginer le bonheur, cher Oussama. Et là, cher Diamant, je vous laisse deviner qu'est-ce qui s'est passé pour notre ami coiffeur. Je pense que quelques-uns l'ont deviné. Il a tout simplement, par la force des choses, pour lui, c'était le Covid-19, il a réussi à renverser sa pyramide moyens-exigences. Des exigences émotionnelles qui se sont transformées en objectifs SMART et des moyens qui, aujourd'hui, ne dépendent que de lui. Voilà, c'était juste pour partager avec vous un exemple concret que quand on arrive à renverser cette pyramide, on passe très simplement du stress à l'apaisement. C'est aussi un moyen de provoquer la bascule vers le mode mental adaptatif. Donc là, clairement, mes chers diamants, c'est un autre outil. Son numéro, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Inch'Allah, il est super ce gars-là. Donc, on passe à la suite. Et là, je vais passer à la 4e piste de réflexion, si ce n'est pas la plus importante dans le contexte du burn-out. Par rapport à cette piste, c'est cette capacité à repérer justement les comportements toxiques ou ce qu'on appelle les comportements pathogènes. Les comportements toxiques, aussi bien pour vous que pour les autres et des autres par rapport à vous. Là, on ne parle pas d'individus toxiques ou de management toxique, quoique ce point est aussi très important à regarder. C'est aussi un des stresseurs, en parlant des stresseurs, donc stress, qui est extrêmement important à gérer dans le milieu professionnel. Mais ici, on va focaliser plutôt la chose sur le comportement toxique, des fois qui peut venir de nous-mêmes, en tout cas celui qui va aller vers le burn-out. Dans le cas du burn-out, une des principales causes aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'hyper-investissement émotionnel. Ce qui va apparaître des fois comme de la motivation, voire comme de la surmotivation. On est excité avec cette personne. Waouh, il est surmotivé. Il est vraiment motivé. À ce gars-là, il est bien, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est aussi dans cette 2e étape du processus du burn-out, quand je vous ai parlé tout à l'heure, les 4 étapes, de cette phase d'engagement, et je vais encore appuyer, de surengagement. C'est en fait cette phase de surinvestissement qui fait faire à la personne ce yo-yo émotionnel, cette ambivalence entre j'ai très envie de faire, j'ai très envie de réussir, et en même temps, j'ai une peur bleue d'échouer.
Et donc, cette attitude va se transformer. Ça, c'est très inconscient, mes amis. Hein. Ça, il ne sait même pas. Hein. Il sent qu'il a du stress qui le prend par ses tripes, mais il va continuer à s'acharner. Donc, cette attitude va se transformer très souvent en hyper-contrôle. J'ai besoin de contrôler encore plus. J'ai besoin de hyper-maîtriser ce que je fais, ce que je dis. Des fois, ça peut aller jusqu'à vouloir maîtriser les autres et contrôler les autres. Bien évidemment, hein, c'est un leurre de contrôler les autres. Ce besoin d'être plus parfait que parfait. Donc, on hyper de maîtrise, on hyper de contrôle, on hyper de perfection. Donc, plus et encore plus. Ce qui nous pousse à faire toujours plus, bien évidemment, sans savoir finalement, des fois, ça devient tellement le brouillard dans notre cerveau, on ne sait même pas derrière quoi on est en train de courir. On est complètement en mode mental automatique qui nous anime de l'intérieur, mais bien évidemment dans l'excès. Alors aujourd'hui, par exemple, on considère celui qui passe plus de 50 heures par semaine au travail nous fait basculer dans des comportements, ce qu'on appelle d'addiction, de work addict, ou work alcoolique ou un truc comme ça, c'est work addict, qui peuvent, si c'est fait dans l'hyper-investissement émotionnel, clairement aller titiller la porte du burn-out. Et donc, pour pouvoir remettre de l'ordre dans ces comportements, il est très important d'être conscient de sa propre dynamique motivationnelle. Je parle ici de dynamique motivationnelle. C'est ça qui va aller nous faire comprendre notre dynamique comportementale. Et effectivement, un des points clés de la prévention contre le risque du burn-out, c'est de pouvoir faire le tri dans ses propres motivations, dans différentes situations qui se présentent à nous au travail. Parce qu'en fait, si on ne garde pas en tête ce que nous sommes vraiment, cher Diamant, autrement dit, si on ne retourne pas aux racines de notre être, de ce qui fondamentalement nous anime de l'intérieur, je ne dis pas uniquement ce qu'on fait, on risque très vite de devenir uniquement ce que l'on attend de nous. Et ça, sur le long terme, ce n'est pas bon, et surtout, ce n'est pas bon pour notre santé mentale. Donc, justement, par rapport à la dynamique motivationnelle, je vais prendre un exemple pour illustrer un petit peu cette idée de tri par rapport à nos propres motivations. On a très souvent cette idée, justement, là, je vais prendre cet exemple, que être motivé, c'est faire, c'est agir. Oui, c'est vrai. Hein, quand on est motivé, c'est pour faire et pour agir. Mais je vais mettre un « mais » dans ce truc-là. Oui, mais. On peut agir, mais de différentes manières. Prenons l'exemple, par exemple, je fais un webinaire. OK? Alors, de quelle manière je suis en train de faire ce webinaire? Qu'est-ce qui me motive vraiment pour le faire? Est-ce que je fais un webinaire parce que j'aime transmettre? Je peux être dans le cas vert, je fais un webinaire parce que j'aime transmettre. J'éprouve un profond plaisir à le faire. Est-ce que ce webinaire, par exemple, soit un succès ou complètement foiré? Hein, j'échoue complètement, vous me tapez par des œufs, complètement, je suis à la masse. Je continuerai à faire des webinaires parce que c'est vraiment ça qui va être mon moteur. C'est cette énergie qui me booste. C'est faire le webinaire, ce n'est pas le résultat. C'est ce qu'on appelle une motivation primaire, une motivation inconditionnelle. Elle est profonde et elle est aussi durable. Dans cette énergie, donc, cette motivation intrinsèque, j'éprouve vraiment du plaisir malgré l'échec. C'est le fait de faire, comme je viens de le dire, qui me donne cette énergie profonde. Dans ce cas, j'aime transmettre. Je peux aussi faire un webinaire parce que informer et partager, c'est dans mes valeurs. Hein, vous voyez, la première, c'est pas encore, on ne parle pas de valeurs dans la première. Mais ici, je parle de valeurs. Je peux faire un webinaire parce que informer et partager, c'est dans mes valeurs. On m'a toujours dit, transmettre, c'est bien. C'est ce qu'on appelle le conditionnement positif récompensé depuis l'enfance. Mais malgré tout, je transmets à des conditions. Je transmets à la condition d'être compris par le public. Si je ne suis pas compris par le public, ça ne va pas passer. Je transmets à condition d'être reconnu. Donc là, on va plutôt être dans des motivations qui sont dites conditionnelles, liées à des besoins de succès, de résultats.
et surtout, ce qui nous intéresse ici ce soir, de reconnaissance. Si je ne suis pas reconnu, je ne vais pas faire ce webinaire. OK? Je peux aussi faire un webinaire parce que tous mes concurrents font des webinaires. Là, on part dans un autre délire. Et donc, moi aussi, je pense à faire un webinaire. Là, je suis voilà, dans le mouvement. Parce que mon concurrent fait un webinaire, moi aussi, je vais faire un webinaire. Ce n'est même pas dans mes valeurs, ce n'est même pas dans mes motivations profondes et durables. C'est ce qu'on appelle une motivation velléitaire. C'est un peu comme la liste des résolutions du début de l'année. Je vais me mettre au sport. Je vais arrêter de fumer. Je vais vers ci, je vais vers ça. Et finalement, peut-être je fais un petit peu, mais après, ce n'est pas parce que ce n'est pas dans la même intention et pas dans la même, surtout intensité qu'une motivation primaire inconditionnelle ou une motivation conditionnelle liée aux besoins de résultats ou de reconnaissance. Ce type de motivation ne dure pas très longtemps et très vite la personne arrête de faire les choses basées sur justement cette motivation velléitaire. Donc on voit déjà que sur ces trois premières motivations, on est dans une logique d'action, même si on n'est pas dans le même profil motivationnel, autrement dit, pas la même intensité. Par contre, les deux qui vont venir, là on est en train de rentrer dans le rouge, on va voir qu'on est plutôt dans une logique de réaction. On fait dans une réaction émotionnelle. Oui, parce que je peux aussi faire un webinaire, parce que je déteste ne pas transmettre, ne pas informer. Et je déteste aussi les personnes qui ne partagent rien, qui ne partagent pas, par exemple, leur savoir ou leur expertise. Ce truc-là me met en colère. Quand je suis dans un groupe. Moi, ce n'est pas ma valeur de faire des webinaires. Je suis OK. Si je ne fais pas, je suis OK avec ça. Mais par contre, mon anti-valeur, c'est quand je vois quelqu'un qui ne partage pas, je déteste ça. Donc, ça me met en colère. Et qu'est-ce qui va me driver pour faire ce webinaire? C'est mon anti-valeur, c'est mon intolérance. Donc, je peux aussi faire un webinaire dans la réactivité cette fois-ci, par rapport à l'inactivité des autres qui ont l'expertise et qui ne partagent pas. Donc, l'inactivité ici, c'est une intolérance pour moi. Donc, je suis motivé par faire un webinaire par rapport à cette intolérance. Et là, ce sont des motivations dites, on va dire, conditionnelles, mais qui sont des freins. Ce n'est pas du tout la même énergie, parce que j'agis dans la réaction à quelque chose, en l'occurrence ici une antivaleur. Et enfin, alors ça c'est le bazar, je peux faire un webinaire parce que c'est super excitant au début de faire un webinaire. Il y a un désir profond de réussite. Et à chaque fois, quand quelqu'un me le propose, oui, je vais faire un webinaire. Et puis finalement, à chaque fois, cela me stresse vraiment à mort. Ça me fait flipper. J'ai une peur bleue d'échouer. Il y a une peur de décevoir. Juste l'idée d'imaginer que je suis en train d'échouer, je peux même perdre mes moyens, perdre ma confiance en moi. Et très souvent, ça se termine par une connerie dans la présentation. Et donc, dans ce type de motivation, on est en train d'osciller entre un désir très fort de réussite et une anxiété d'anticipation de l'échec, qui peut être très énergivore dans ce cas. Je suis à fond la caisse en mode mental automatique. Donc, l'hyper-investissement émotionnel, c'est ce qu'on appelle l'hyper-investissement émotionnel. Et donc, c'est ça le comportement toxique qu'on voit très, très, très souvent, non seulement dans le monde du travail, mais aussi dans le monde personnel. C'est une hyper-motivation qui peut donner l'impression de l'extérieur, que la personne est dans le plaisir, et surtout au début, de faire, mais en vérité, c'est une énergie vraiment pas très saine qui drive la personne à faire les choses dans l'hyper-réaction émotionnelle. Au début, la personne le cache, mais quand je vais vous montrer un petit peu les phases qui vont venir, quand elle va rentrer dans les phases où elle ne peut plus cacher, c'est le bazar. Voilà donc un des éléments clés dans notre manière d'agir. Vous avez vu, on peut aimer faire quelque chose, on peut dire que je suis hyper motivé, mais dans 5 manières très différentes en termes d'énergie dépensée. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même énergie qu'on dépense. À l'extrême gauche, le vert, on est dans le plaisir, 23 heures sur 24 et je ne suis pas fatigué.
À l'extrême droite, le rouge, d'accord, sans faire de jeu de mots, je ne fais pas de politique ici. À l'extrême droite, là, je suis justement dans la fatigue extrême. Et du coup, c'est hyper important, hein, sans faire un jeu de mots ici, de pouvoir avoir cette lecture de soi, de sa propre dynamique motivationnelle pour pouvoir s'ajuster autrement, si besoin. Et changer éventuellement ce qu'on peut changer, bien évidemment, accepter ce qu'on doit accepter, voire même décider de se faire accompagner pour libérer les causes profondes de ces hyper-investissements émotionnels pour prévenir justement la chute dans ce piège du burn-out. Et donc, cet hyper-investissement émotionnel, cette montagne russe énergétique, comment ça marche? Alors, comment ça marche ce truc? Au travail, je vais en retenir les 3 principales, hein, sur les 5. Donc, les motivations inconditionnelles, dites durables, spontanées, profondes. Les motivations conditionnelles, liées aux résultats et à la reconnaissance. Et enfin, l'hyper-investissement émotionnel. Alors, typiquement, la première, grosso modo, sans motivation durable, et là, je prends un petit raccourci, ça va faire le lit de ce qu'on appelle le brown-out. C'est la perte du sens au travail. Imaginez quelqu'un, aucun plaisir. À un certain moment, il perd le sens de son travail. La dynamique motivationnelle spontanée, inconditionnelle, donne à la personnalité une vraie stabilité de fond, malgré les échecs. Quand nous agissons en fonction de nos propres dynamiques spontanées, nous sommes dans notre élément. C'est facile, c'est plaisant. Nous ne voyons pas le temps passer. C'est jamais ennuyeux. Et là, j'ai pointé certains diamants, on les voit quand ils sont en train de parler, ils sont dans cette motivation. Et c'est pour ça qu'il est indiqué de lui laisser le plus de place possible dans notre vie, et surtout au travail, car toute activité qui en découle est profondément ressourçante. Et d'une manière générale, l'apport d'énergie ne provient pas nécessairement de ce qu'on fait. L'apport d'énergie vient de comment on le fait. En d'autres termes, si nous n'avons pas toujours le pouvoir de choisir des missions dans le travail, nous disposons généralement d'une certaine liberté de la manière de les réaliser. Très souvent. L'idée, c'est de profiter de cette liberté pour introduire dans notre vie professionnelle davantage de ces états d'esprit spontanés, de ces motivations inconditionnelles, pour réaliser des missions obligatoires dans lesquelles nous n'avons pas forcément du plaisir spontané. C'est comme on va faire souffler du vent de la motivation primaire dans quelque chose que, justement, ça me prend de l'énergie et ça me permet justement d'équilibrer. D'un autre côté, ne fonctionner qu'en motivation conditionnelle, la deuxième, donc liée au résultat ou à la reconnaissance, ça fera le lit du bore-out, l'ennui. Pourquoi? Parce que si je ne fonctionne qu'avec la carotte et que cette carotte ne vient pas, ou pas complètement parce que peut-être les objectifs deviennent de plus en plus durs à atteindre, et du coup je ne suis plus dans la réussite, donc plus de feedback positif de la part de mon supérieur hiérarchique, par exemple, et ce truc-là, on le voit très souvent chez les commerciaux. Hein, toujours l'année suivante, on va se baser sur le chiffre d'affaires de l'année d'avant. On ne peut pas commencer à aller comme ça, d'objectif à objectif. À un certain moment, le commercial il va se sentir un petit peu coincé dans ses objectifs. Mais derrière, il y a une carotte, il y a la prime, il y a la partie variable. Mais le problème, c'est qu'à un certain moment, le commercial, il ne peut plus. Eh bien, l'instinct de survie va prendre le dessus. Et je vais commencer à développer ce qu'on appelle une attitude à me démotiver de manière très fréquente, très régulière et de plus en plus intense parce que j'ai peur de la sanction. C'est humain, c'est animal. J'ai peur de la sanction, j'ai peur de la punition. Mon cerveau va déclencher ce qu'on appelle le stress d'inhibition qui va me mettre et qui ne va pas me laisser atteindre mes objectifs si, bien évidemment, il y a un si, je ne change pas de mode mental. Si je change de mode mental et j'arrive dans le préfrontal, bien évidemment, c'est une autre histoire. Et là encore, si je reste très longtemps dans ce type de stress, même si c'est un stress d'inhibition,
Ah, je suis hloul. Vraiment, j'ai rien envie de rien faire. Je peux développer un autre type d'épuisement, c'est l'épuisement par l'ennui, par l'inaction. Et enfin, le troisième type de motivation, et c'est le plus délétère, je dirais, si on ne fait rien pour en sortir, je l'ai encore rappelé, c'est l'hyperinvestissement émotionnel. Là, on est dans la zone rouge, clairement, dans la zone de turbulence, qui, comme je le disais tout à l'heure, une des principales causes du burn-out d'un point de vue individuel. Et donc, cet hyperinvestissement émotionnel, cette montagne russe, comment ça fonctionne, ce truc-là? Alors, durant l'enfance ou l'adolescence, il arrive qu'un comportement soit à l'origine d'un déplaisir si intense, par exemple une honte, une humiliation, une ridiculisation, une marginalisation, voire même une maltraitance physique, que le cerveau, très vite, va directement mettre en place un mécanisme de défense, un mécanisme d'évitement automatique. Ce comportement, le comportement initial, que je faisais d'une manière spontanée, mais sur lequel j'ai pris ma claque, il va être supprimé du répertoire des comportements disponibles. N'empêche, il avait une fonction bien précise, ce comportement, comme par exemple attirer l'attention. Un enfant, il veut attirer l'attention, satisfaire un besoin de sécurité, un besoin d'affection, un besoin de reconnaissance, bref, un besoin primaire que nous avons tous en tant que petits enfants, dépendant encore des adultes qui nous entouraient. Et dès l'instant où le comportement d'origine disparaît, cette manière d'attirer, par exemple, l'attention, disparaît également. Et c'est là où le vide va être créé, parce que le besoin d'attention, lui, il est toujours là. Même si on a supprimé le comportement pour l'atteindre, ça ne veut pas dire qu'on a supprimé le besoin, on a supprimé la stratégie. Et comme le cerveau ne supporte pas le vide, il va mettre en place très rapidement un mécanisme de compensation fondé sur un comportement qui demeure, quant à lui, autorisé, ou mieux encore, valorisé, autrement dit, socialement accepté. Donc, par exemple, être dans le perfectionnisme, réussir brillamment à l'école, jouer brillamment un instrument de musique, s'investir dans une activité sportive, cela devient un excellent autre moyen d'attirer l'attention qui est valorisé par la société, qui est valorisé par les autres. Donc, ce mécanisme de compensation, ce qu'on appelle l'hyperinvestissement, va se manifester dans la vie de la personne selon un cycle en 4 phases. Au départ, la phase 1, c'est le manque du comportement d'origine, celui qui est devenu presque tabou. On l'a hayna le répertoire. Ces trucs-là qui créent un vide qu'il faut remplir. Donc, le mécanisme de compensation, il est là pour ça, justement. C'est ce qui le rend d'ailleurs si attractif. En fait, on ne pourrait pas s'en en passer. Et durant cette première phase, on ressent une excitation presque fébrile, un désir intense de réussir. On est extrêmement enthousiaste et on parvient souvent à réaliser dans cette première phase des belles choses. D'ailleurs, on se sent vraiment gonflé à bloc. On a l'impression de ne jamais en faire assez. Et en même temps, c'est là où il faut faire très attention. Est-ce que je fonctionne dans la première phase de mon hyper ou je suis en train de fonctionner avec ma motivation primaire, ma motivation durable? De l'extérieur, on a l'impression que c'est la même chose. Mais ce n'est pas la même chose. Alors, en même temps, dans cette première phase, même si je suis excité, je ressens de l'anxiété à l'idée que ce bonheur, un jour, va se terminer. Deuxième phase, de l'hyper, on obtient, vu l'investissement qu'on a fourni, on obtient très souvent un bon résultat. Par exemple, un événement organisé, il va remporter un franc succès, on décroche des bonnes notes aux examens, on gagne des appels d'offres, et pourtant, on se sent en décalage par rapport à l'entourage, qui constate le bon résultat et renvoie des messages très positifs de félicitations, mais moi, je reste insatisfait, voire désabusé. Tout ça pour ça. Je le dis d'une manière intérieure. Jusque-là, ça va un peu bien. On est récompensé à l'effort fourni, mais avec toujours ce sentiment d'insatisfaction. Comme le proverbe qui dit « on est des éternels insatisfaits », ça vient de là.
mais avec toujours de cette insatisfaction permanente qui nous habite, qui nous hante. Ça reste négatif en termes d'énergie, ce truc-là, parce qu'on se dépense trop à la tâche. On ne le fait pas avec la même intensité de la motivation profonde, primaire. Troisième phase de l'hyper, il arrive des fois que les résultats obtenus ne soient pas à la hauteur de nos espérances. Un client mécontent, par exemple, qui va me critiquer. Un appel d'offres que je viens de perdre, alors que je me suis investi corps et âme, sans compter les heures. Et en plus, je ne reçois aucun feedback, aucun stroke positif de la part du management par rapport à ce travail fourni. On a perdu l'appel d'offres, tout le monde se tait. Là, on est complètement, la personne qui vit l'hyper, elle est très déçue, ça peut faire très mal, on ressent de la détresse, voire du désespoir. Les efforts fournis en termes d'hyper-investissement perdent complètement de leur sens. On est profondément ici démotivé, c'est vraiment un passage à vide, très difficile à vivre, qui peut s'installer quelque temps, des jours, des semaines, voire même des mois. Mais on est prêt à repartir de plus belle. Pourquoi? Bien évidemment, pour combler ce manque. Le besoin de reconnaissance, il me titille toujours, il n'est pas parti pour autant. Donc, je vais aller chercher un petit peu à remettre de l'énergie créée par cet échec du comportement de compensation. C'est un désir exacerbé face à l'échec. Et on va vouloir lancer très vite la machine, encore une fois, dans l'excitation, ce qui, des fois, entraîne des comportements contre-productifs, voire paradoxaux, parce qu'on les fait en mode mental automatique. Et au final, la phase 4, le comportement de compensation lui-même, c'est-à-dire ma stratégie qui me ramène cet objet caché, c'est-à-dire ce besoin de reconnaissance. Et tout ça, mes chers diamants, c'est vraiment inconscient. Je vous raconte sous forme d'une histoire, mais ça se passe d'une manière complètement inconsciente pour la personne. Donc, le comportement de compensation à la phase 4 n'apporte aucune satisfaction. Et je commence à en prendre conscience. Par exemple, ce travail que je fais, il ne me plaît plus. Ça ne vous rappelle pas quelque chose par rapport au burn-out, ça? Il est perçu comme étant douloureux, ce travail, préjudiciable, voire même dangereux. Je commence à conscientiser un petit peu ce que je suis en train de faire, en fait, ne m'apporte rien du tout. Et c'est normal, après tout ce que je viens de vivre, on décide alors plus ou moins consciemment cette fois-ci de se débarrasser de ce comportement de compensation. C'est comme si je suis en train de jeter le bébé avec l'eau du bain. On ne voit pas, on peut ne pas accepter un prochain projet, par exemple. On va commencer à s'accuser, on accuse les autres. Et la répétition des échecs, dans la phase 3, rend la personne amère. Elle dit ne plus désirer ce qui l'intéressait tellement avant. Et en même temps, elle en parle beaucoup. Et survient alors une période plus ou moins longue, des fois semaines, des fois des mois, voire des années, des fois, durant laquelle on ressent une amertume intense, voire de l'aigreur. Alors, il y a deux manières de vivre le cycle de l'hyper en 4 phases. Soit le comportement de compensation hyper investi apporte des résultats positifs. Et dans ce cas, on enchaîne des cycles courts, 1, 2, 1, 2, on tourne entre le 1 et le 2, mais toujours dans cette ambivalence émotionnelle, désir excessif, excitation même, et en face, il y a une anxiété d'anticipation de l'échec. Et ce processus, il est vraiment énergivore. Deuxième façon de vivre l'hyper, s'il n'apporte plus de résultats positifs, donc de l'échec. Et là, on enchaîne les cycles 1, 2, 3, voire 4, puis on retourne dans l'étape 1, avec éventuellement, je change de stratégie, c'est-à-dire je change de comportement, de compensation, et ainsi de suite. Et là encore, ça se fait, mes chers diamants, dans la souffrance. Okay? Le burn-out va pointer son nez dans les phases 3 et 4 de l'hyper. Rare dans la phase 2, mais ça peut, sauf si le cycle il est répété plusieurs fois. Donc voilà, très cher diamant, je vais mettre de la lumière parce que je ne vois plus rien. Voilà 3 motivations qui nous permettent de connaître notre dynamique comportementale au travail. Quand on en prend conscience, il devient possible d'orienter nos choix, notre énergie pour ne plus rester victime de certaines stratégies internes
qui, à la longue, peuvent vraiment devenir délétères pour notre santé physique et psychique. Et surtout pour pouvoir rééquilibrer notre énergie, pour éviter le piège justement de l'épuisement au travail, que ce soit d'ailleurs par excès du travail, le burn-out, ou par ennui du travail, d'accord, le bore-out, ou par perte de sens de ce que l'on fait, le brown-out. Cinquième et dernière piste de réflexion que je vous propose ici, c'est au niveau organisationnel. Là, on est passé… Alors, très vite, c'est cette idée de développer l'autonomie chez les collaborateurs. Ça, je pense, ça a été dit à plusieurs reprises dans ces conférences. Il y a une règle qui dit justement et qu'on devrait adopter. Et maintenant, ça va être plus facile pour certains, par exemple pour les entreprises qui naviguent en mode agile, plutôt en mode libéré. Cette règle qui dit celui qui est responsable décide et celui qui décide assume. Donc, il est notion là d'équilibre de pouvoir et de responsabilité. Une mission, par exemple, avec beaucoup de responsabilités et sans pouvoir de décision, c'est clairement de la démotivation pour le collaborateur. C'est un facteur de risque aussi psychosocial. Si la personne se trouve coincée, c'est le terme, coincée dans cette configuration. On lui donne de la responsabilité, mais à chaque fois, elle doit remonter voir son manager pour prendre une décision. À la longue, ça devient vraiment fatigant. Inversement, une mission où on a le pouvoir sans avoir la responsabilité, ça peut tendre vers de l'abus. Et là, on est plutôt face à une configuration, une situation qui peut être toxique pour les collaborateurs. Donc, un facteur de risque aussi pour les personnes qui travaillent avec une personne qui a le pouvoir, mais n'a aucune responsabilité, tranquille. Okay? Mais elle a beaucoup de pouvoir, elle a 100% de pouvoir. Il est donc important aujourd'hui de bien réfléchir sur comment trouver un équilibre entre pouvoir et responsabilité, parce que c'est à la fois source d'autonomie, source de créativité, source de performance et surtout source d'engagement au travail, à la fois individuel, relationnel et organisationnel. Et de surcroît, cela permet de transformer les exigences. Rappelez-vous la pyramide moyen-exigence. Quand on est dans ce truc-là, ça permet de transformer les exigences en objectifs et ainsi renverser cette fameuse pyramide moyen-exigence que nous avons vu tout à l'heure. Donc, on sera plus calme et plus dans la sérénité dans nos prises de décision qui sont assumées. Donc, cette notion d'autonomie au travail, c'est cette capacité de trouver un juste équilibre entre pouvoir et responsabilité. Et en termes de comportement humain, quand on a le pouvoir de sa responsabilité ou la responsabilité de son pouvoir, on se sent plus responsable, on est plus créatif, plus motivé et plus cohérent dans ce qu'on fait. Tout le monde est finalement gagnant. Et des études ont clairement montré que l'autonomie provoque de l'engagement positif au travail, qui est un moyen très puissant pour éviter le burn-out. J'entends bien l'engagement positif et non pas l'hyper-engagement, qui lui peut cacher l'hyper-investissement émotionnel, qui est la porte d'entrée rapide au processus du burn-out. Alors maintenant, cher Diamant, et après tout ce qu'on a vu sur ce système, sur ce processus du burn-out, pourquoi alors le burn-out, c'est un mal pour un bien? Alors la première chose, et là ça part d'un constat personnel, un petit peu d'études et de croisements d'interactions avec des retours d'expérience des personnes qui travaillent dans la qualité de vie au travail et les RPS, les risques psychosociaux, qui utilisent justement l'approche neurocognitive et comportementale. Un burn-out permet à la personne de s'adapter plus facilement au changement, ou du moins de s'ouvrir à la possibilité de le faire. Là, maintenant, je parle de personnes burn-outées, qui a fait le burn-out. Là, tout à l'heure, j'ai parlé de la prévention. Là on est devant quelqu'un, elle s'est brûlée de l'intérieur. Okay? On a remarqué que ces personnes-là ont une capacité de s'adapter au changement, ou du moins, il y a quelque chose qui s'ouvre dans leur tête et ça pousse la personne à sortir de cette zone d'inconfort parce qu'elle a quelque part touché le fond. Plus que ça, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Elle est brûlée de l'intérieur, donc il va falloir… Et en plus, un burn-outé, il a envie de retourner. Il déteste l'inactivité, il a envie d'aller. Attention, on lui dit, calmos mon petit gars, parce que si tu pars dans l'état où tu es, tu risques encore de te faire brûler. Le burn-outé, en fait, va traverser, après ce choc
subis et non désirés, donc non calculés, les différentes étapes de la courbe du changement. Et donc, quelque part, il va développer une forme de résilience et d'agilité à s'adapter au changement en passant effectivement d'abord par le déni. Hein, c'est presque un deuil qu'il va faire. Le déni, la colère, la résistance, puis progressivement l'acceptation. Rappelez-vous l'acceptation, première porte du préfrontal. Pas forcément un passage par une dépression. Des fois oui, des fois non. Ça dépend un petit peu du contexte, ça dépend de la personne. Si on peut reprendre la personne très vite après son burn-out, elle peut éviter la dépression. Pour finalement aller vers quelque chose de nouveau, de différent. Le burn-outé apprend à être autrement. En tout cas, il cherche des nouvelles pistes de solutions pour ne pas récidiver. Hein? Quand on se fait flasher une seule fois 200 à l'heure sur une autoroute et on nous enlève le permis de conduire, nous n'avons pas envie de refaire la même bêtise. N'est-ce pas, cher Diamant? Donc, c'est en ça que je dis que le burn-out peut être un mal pour un bien, voire même un atout, une compétence développée dans le sens où on apprend plus vite à s'adapter au changement. On appréhende autrement cette courbe du changement, donc c'est un premier, on va dire, axe, on devient plus adaptable après un burn-out. Moi, je ne suis pas en train de dire ici il faut faire un burn-out pour être adaptable, ne me comprenez pas. Voilà. Mais je dis, les personnes qui ont fait un burn-out, ils ont plus de facilité à s'adapter. Deuxième axe, c'est que finalement, après un burn-out, comme on est fracassé en 1000 morceaux, tout est déconstruit, physiquement, émotionnellement et intellectuellement, on va aller réouvrir progressivement nos parties intérieures. Certains vont dire nos chakras. Et on apprend à changer au niveau cognitif, c'est-à-dire on va chercher à comprendre. Réflexion logique, cinquième porte du mode mental adaptatif. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous a fait rouler à 200 à l'heure en oubliant très souvent de lever le pied? Alors, comprendre la source du problème, et tout cela se situe au niveau de la tête. Cela nécessite bien évidemment très souvent un accompagnement pour travailler sur les causes profondes du burn-out. Et aussi, il commence à vouloir changer au niveau émotionnel, sensoriel. Le burn-outé, il ressent tellement une brûlure, il veut s'en débarrasser. Il va vouloir vivre les choses autrement, de manière différente. Et cela se situe au niveau du cœur. Et enfin, il va agir et il va changer d'un point de vue comportemental. C'est-à-dire, il va prendre des décisions autrement. Il va se mettre à l'action autrement. En fait, il va retrouver une forme d'alignement qu'aujourd'hui, les entreprises, et c'est un message que j'adresse aux entreprises, ont besoin de bien comprendre et d'intégrer. Cette prise de conscience que finalement, ce n'est pas d'un côté la tête, d'un côté le cœur et d'un côté le corps, mais les trois qui ont besoin de fonctionner en harmonie et être alignés ensemble. C'est un atout à la fois pour la personne elle-même, pour ses collaborateurs, mais aussi pour l'entreprise, d'une manière générale, pour créer cette bonne dynamique cognitive et émotionnelle et comportementale qui va orienter justement cette dynamique du plaisir dans la performance et de la performance dans le plaisir. Et là, encore une fois, mes amis, je ne dis pas qu'il faut passer par la case burn-out pour comprendre l'alignement tête-cœur-corps. Je ne sais pas ce que je dis, mais je dis un burn-outé a définitivement cet atout pour le comprendre plus facilement. Parce qu'une fois on fait un burn-out, une fois on touche le fond, et comme on l'a déjà vu, les trois dimensions physiques, émotionnelles et mentales sont à la masse, à l'aide de ce principe d'homéostasie, pour retrouver un nouvel équilibre, le burn-outé instinctivement va commencer à vouloir rapidement se mettre dans un processus de reconstruction, de réparation, pour certainement éviter le pire, éventuellement une grave dépression. Et je m'arrête sur cette grave dépression parce qu'il y a encore pire que la dépression. Rappelez-vous les vagues, je ne veux même pas dire le terme, des années, je pense, je ne me rappelle plus, l'année 2000 en France. Je vais le dire, ces vagues de suicide qui se sont passées. Et c'est là où on a vraiment pris conscience que c'est grave et que les risques psychosociaux ont leur place dans les entreprises.
Cette reconstruction ou réparation doit être accompagnée, bien évidemment, auprès de personnel de la santé, auprès de coachs spécialisés dans ce domaine, pour gérer correctement les 3 dimensions et surtout pour éviter de se faire encore une fois flasher. Et donc, pour résumer, les pistes importantes pour une prévention efficace du burn-out, c'est de pouvoir identifier à la fois pour nous et pour les collaborateurs les comportements pathogènes qui peuvent augmenter le risque. Identifier ce qui vous met déjà en stress, ce qui vous irrite, autrement dit vos intolérances, pour en libérer la charge émotionnelle. Bien intégrer cette idée que le stress, c'est notre allié, ce n'est pas notre ennemi, à condition qu'il reste dans le signal d'alarme. Lorsqu'il commence à devenir chronique, ce n'est pas bon. Travailler également sur ses propres exigences non négociables, donc émotionnelles, pour les transformer en objectifs SMART avec un vrai plan d'action. Et comme ça, on renverse la pyramide. Développer les 6 dimensions du mode mental adaptatif pour provoquer rapidement la bascule face à des situations complexes, non maîtrisées, donc stressantes, et aussi pouvoir prendre des décisions assumées dans le calme et la sérénité et assumer aussi le risque de l'échec. Travailler à libérer les propres hyper. Ça, les hyper, je pense, j'en ai dit beaucoup pendant ce soir, c'est vraiment le cœur du travail pour éviter le burn-out, à travers bien évidemment un accompagnement, soit en mode thérapie, soit en mode neurocoaching. Apprendre à dire non. Là, on va travailler un petit peu sur un développement personnel. Apprendre à poser ses limites. Apprendre à gérer des fois la dominance de certaines personnes toxiques en entreprise. Ça, c'est un autre point, c'est un gros chapitre celui-là. Injecter une petite dose de leadership au sein du management. Tous les conférences de leadership tendent vers ça. Ça ne fera pas de mal. Au contraire, ça ne peut que participer à minimiser au maximum les risques psychosociaux d'une manière générale et le burn-out en particulier. Et cher Diamant, je vais terminer par cette citation. Le bonheur, je dirais le bonheur, c'est l'état naturel d'un esprit bien dirigé. Et sur ce, je vous remercie infiniment de votre attention. Merci beaucoup.